Merci. Voilà, Saveria, à vous la parole, à vous le plateau. Bonjour à tous, très heureuse donc de vous accueillir pour ce premier débat, nouveau débat autour d'un mot, une notion dont on entend beaucoup parler mais qu'on ne comprend pas forcément bien, la woke culture. On va essayer ce matin de tenter de comprendre ce qu'est la woke culture et surtout de quelle façon elle impacte désormais les entreprises, le quotidien des entreprises, quelles en sont bien sûr les conséquences pour vous, dirigeants. Pour en débattre ce matin, je suis ravie d'accueillir Monique Cantos-Ferber. Bonjour. Vous êtes bien sûr philosophe. Bonjour Monique. Sophie de Menton, bonjour. Vous êtes présidente d'Éthique. Xavier Gors, bonjour. Vous êtes dessinateur de presse. Vous collaborez actuellement au magazine Le Point. Frédéric Lefray, bonjour. Vous êtes président de l'Institut du dialogue civil. Philippe Manière, bonjour. Vous êtes président de Valle Solis Communication. Et bien sûr, Michel Vivorca. Bonjour Michel, ravi de vous accueillir. Vous êtes sociologue, professeur des universités. On va peut-être commencer avec vous, Michel Vivorca, pour déjà comprendre de quoi nous parlons, ce qu'est la haute culture. Peut-être pourriez-vous nous donner une première définition, ou en tout cas votre définition de ce mouvement qui nous vient bien sûr des États-Unis et qui désormais envahit le quotidien, et notamment bien sûr le quotidien des entreprises. Bonjour à tous. Le mot woke, c'est du mauvais anglais, c'est du mauvais américain. C'est très utilisé dans le monde noir américain, mais pas seulement. Au début, c'est un mot positif, ça veut dire éveillé. Et donc, c'est un appel à l'éveil, c'est un appel à la mobilisation dans le monde noir pour lutter contre les discriminations, contre le racisme. Et puis, le mot arrive en France, et là, il est essentiellement utilisé de manière négative. C'est-à-dire, la woke culture, c'est des dérives, des dérapages d'un certain nombre d'acteurs qui font des demandes totalement irréalistes, exorbitantes et surtout très inquiétantes. Et ce mot, en réalité, est beaucoup plus utilisé dans l'univers de ceux qui critiquent la woke culture que par des acteurs qui se réclameraient eux-mêmes d'une woke culture. Alors tout ça, en fait, appartient à je vais essayer d'être bref, à un univers sémantique, à un ensemble. Bon, ça va avec l'idée de cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation. On supprime des noms de rues, on supprime des noms de places. Ça... Oh là. Donc c'est un aspect, j'allais dire, très négatif. C'est un mot qui est aujourd'hui perçu de façon très négative et surtout, on a commencé à l'utiliser à propos de l'université. Et donc, on a mélangé dans le débat des problèmes universitaires qui relevaient de l'État, des thématiques de la République aussi. Ce mot est très utilisé, y compris par le ministre de l'Éducation, qui a dit qu'il allait créer un laboratoire républicain pour s'occuper de ça. Et donc, on passe du monde de l'université, de l'État, des prises de position en faveur d'une certaine idée de la République, à l'idée que le monde de l'entreprise est lui aussi menacé. Et là, je laisserai d'autres décrire cette menace. Alors, Monique Cantos-Ferber, peut-être, comment aujourd'hui, effectivement, cette culture se répand peu à peu dans toutes les strates de la société, y compris dans les entreprises? Comment elle impacte le quotidien des entreprises et quel est le rôle des entreprises dans ce mouvement? Avec la woke culture, il s'agit, à l'origine, c'était pour des questions raciales, de décrypter la réalité pour voir quelles sont les traces de racisme résiduel. Avoir toujours cette espèce de conscience, de perception, d'hyperperception de la réalité. Et c'est devenu, comme cela vient d'être remarquablement dit, c'est devenu une sorte d'attention particulière à la réalité des choses, qui est bien, une attitude positive, à la volonté absolue de voir dans toute la réalité sociale des traces de racisme. Comme si, au fond, on entrait dans un soupçon permanent. Partout, il y a du racisme. Et c'est à ce moment-là qu'une attitude intellectuelle et même émotionnelle, qui peut être positive, devient véritablement pathologique et inquiétante. Traquer le racisme et procéder à une forme d'activisme militant, souvent marqué générationnellement, qui dénonce sans arrêt la réalité, qui la soupçonne
et qui demandent qu'elle soit autrement, d'où le terme de cancel culture. Hein. On supprime, on annule. Alors pourquoi les entreprises voilà, comment ça impacte concrètement le quotidien des entreprises? D'une certaine manière, la tentation était inévitable. Les entreprises sont des entités sociales qui ont des clients, des politiques de marketing extrêmement agressives. Donc il est tout à fait naturel qu'elles cherchent à se mettre en phase avec les préférences de leurs clients. Nul ne peut le leur reprocher. Et même qu'elles arrivent à les convaincre que leurs préférences correspondent aux produits qu'elles proposent. Simplement, ce qui s'est passé avec la woke culture et la manière dont aujourd'hui on assiste au développement de ce que certains appellent un capitalisme du woke, c'est-à-dire la revendication des entreprises de leur attitude woke pour, d'une certaine manière, s'assurer leur conformité, leur mise en conformité par rapport à toutes ces valeurs progressistes. Ça, par exemple, un signe clair en est le fait qu'après la tragique affaire George Floyd, plusieurs entreprises ont clairement affirmé leur soutien à Black Lives Matter, et le développement du mouvement Black Lives Matter a été tout à fait important dans ce domaine. Alors, l'ennui de cela, encore une fois, c'est que on risque d'aboutir à une forme au fond, de contrôle social des entreprises exercées sur leurs employés, puisque dès qu'un employé, par exemple, dit que les hommes ne sont pas des femmes, ce qui paraît quand même une sorte de constat de ce qu'est la réalité, ou bien simplement, comme ça a été dans d'autres circonstances, je ne vais pas multiplier les exemples, eh bien, il peut être l'objet d'une dénonciation qui amène, toujours dans cette stratégie et politique du soupçon, à le suspecter, en quelque sorte, de nier ce qui est les problématiques de genre actuelles. Alors c'est quand même très ennuyeux pour les entreprises si ça se transforme en une forme de contrôle social, parce qu'au fond, ça nie la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire la concurrence, à s'inscrire dans un milieu concurrentiel, et surtout dans un milieu où, au fond, la valeur des produits, la valeur de ce qu'on vend, produits ou services, n'est pas décrétée, n'est pas l'objet d'un argument d'autorité, ça doit être comme ça. C'est au marché, à l'interaction, de définir la valeur. Donc quand cet élément n'existe plus, on entre quand même dans un fonctionnement qui peut être à long terme extrêmement nocif à cette espèce de destruction créatrice qui est quand même extrêmement importante dans la vie économique, en tout cas pour les libéraux, et qui suppose évidemment une très grande diversité d'opinions et puis la possibilité d'une remise en cause permanente, en tout cas certainement pas ce dogmatisme progressiste qui n'est absolument pas il ne faut pas condamner les valeurs progressistes, mais leur interprétation dogmatique et unilatérale, ça peut que contribuer à nous rendre idiots, franchement. Monique Cortès-Pervers, vous évoquez le dogmatisme. Je vais me tourner vers Xavier Gorz, justement. Je pense qu'il est très intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que vous rappeliez peut-être votre expérience qui s'est passée en janvier dernier. Vous avez quitté le journal Le Monde après 19 ans de collaboration suite à un dessin sur l'inceste. Est-ce que vous estimez avoir été victime de la woke culture ? D'une certaine manière, oui. J'ai été victime, mais je n'ai pas envie de me présenter comme victime parce que je ne veux justement pas rentrer dans cette représentation. J'ai été attaqué pour un dessin, à la fois sur les réseaux sociaux et je pense qu'il y a eu un relais à l'intérieur de la rédaction par un certain nombre de journalistes, vraisemblablement parmi les plus jeunes, qui se revendiquent ou qui s'identifient à cette génération woke. Et le dessin qui a posé problème était un dessin qui ironisait non pas sur l'inceste lui-même, mais c'est une façon de définir le mot inceste en fonction de la filiation. Et à aucun moment, bien évidemment, dans mon esprit ni dans le dessin lui-même, il y avait d'éléments qui pouvaient mettre en cause ce dessin comme étant un dessin, on va dire, qui attaquait les personnes victimes d'inceste. Donc en fait la conséquence de ça c'est que Le Monde s'est excusé pour ce dessin et là j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était à la fois lâche et intolérable pour moi et donc j'ai arrêté ma collaboration avec Le Monde. Est-ce que, alors peut-être Philippe Manière, Sophie de Menton, l'exemple effectivement de Xavier Gorz, c'est voilà, jusqu'où peut aller la woke culture pour les entreprises, les dissensions, le dissensus que cela peut créer au sein d'une entité de travail, justement.
Une rédaction, c'est évidemment aussi une entreprise, mais enfin c'est une entreprise très particulière. Donc les problématiques de liberté d'expression et d'expression de l'opinion corporate, si je puis dire, ont une dimension évidemment très, très sui generis qu'on ne peut pas élargir. Moi je crois qu'il faut prendre quand même cette problématique de la woke culture appliquée à l'entreprise très au sérieux, parce que en Amérique du Nord, ce n'est pas une question théorique. C'est bien démontré d'ailleurs par le dernier bouquin de Mathieu Bock-Côté et puis par cette chose qui vient de sortir, là, que je recommande, de la Fondation pour l'innovation politique sous la plume de Pierre Valentin, l'idéologie woke, qui est très intéressante aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais ça, c'est très bien. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez des entreprises comme Coca-Cola ou comme Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est une entreprise qui fait de l'armement, donc vous les voyez quand même a priori sur l'échiquier modérément très très à gauche. Eh bien, ils font pour les nouvelles recrues blanches, mâles, des stages de déblanchisation, en quelque sorte. Apprenez à être moins blanc. Donc vous voyez, on est quand même dans une espèce de systématisation de l'approche qui est très étonnante, moi je trouve, qui est très contradictoire avec beaucoup de choses qu'on nous a enseignées et qui continue, je crois, à juste titre à imprégner notre inconscient collectif et notre corpus culturel collectif. On a ça qui existe. Plus anecdotique mais intéressant, Lego a retiré, après l'affaire George Floyd, a retiré de la vente les petites voitures de police. Parce qu'ontologiquement, c'est là où il y a un problème franchement de la woke culture, c'est-à-dire que ontologiquement, la police devenait mauvaise et donc il était devenu intolérable de vendre des petites voitures de police aux enfants. Enfin, là, honnêtement, on est un peu chez les dingues. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la légitimité et sur la prospérité possible de cette vision du monde? Sur la légitimité, je ne vais pas me faire que des amis, mais moi je pense que Milton Friedman, à qui on a beaucoup reproché, vous savez, son papier d'il y a 50 ans dans le New York Times qui disait que la seule responsabilité d'une entreprise était de faire du profit, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la réflexion sur le sujet, mais je pense que ça permet de voir ce qu'on pourrait appeler une forme de bottom line du militantisme corporate. Une entreprise, disait-il, parce qu'on ne l'a pas lu jusqu'au bout, n'a pour responsabilité que de faire du profit dans les limites de la loi, ce qui est quand même une réserve importante, et elle peut très bien faire des choses qui ne semblent pas être destinées à faire du profit si indirectement ça lui en procure. Je m'explique. Si vous avez besoin pour votre image employeur, comme on dit aujourd'hui, ou si vous avez besoin pour décrocher des consommateurs nouveaux de faire les pieds au mur, faites les pieds au mur. Même Milton Friedman le disait. Il ne disait pas faites le bien parce qu'il ne croyait pas un instant que l'entreprise était là pour faire le bien. Ça, certains d'entre vous peuvent penser qu'il a raison, d'autres qu'il a tort, c'est une autre question. Mais il intégrait en quelque sorte comme étant légitime pour une entreprise une démarche un peu militante à condition qu'elle soit rentable pour l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Pourquoi Nike fait des numéros de claquettes sur le sujet? Pourquoi Coca-Cola, etc. Bon, certainement des gens bien intentionnés et d'ailleurs les causes sont justes. Qui ici est pour le racisme? Qui ici est pour la maltraitance des femmes? Qui ici est pour le viol des enfants? Pour reprendre l'exemple que Xavier Gors évoquait tout à l'heure. Personne, évidemment. Donc, cette chose-là, elle est compréhensible, mais ce n'est pas pour ça que les entreprises font ces numéros de claquettes. Elles le font pour vendre, elles le font pour séduire. Elles le font pour séduire des générations de jeunes gens qui sont de plus en plus sensibles à la question. Après, on peut dire que c'est parce que la déculturation fait qu'il n'y a plus la moindre référence à l'universalisme, parce que la stupidité prospère, et dès lors que l'enseignement recule, on peut dire ce qu'on veut, c'est une vision réac. On peut dire aussi que c'est bien, parce que les gens sont de plus en plus éveillés, justement, à la nécessité de prendre en cause ces nouvelles causes. En tout cas, les entreprises le font pour cette raison en Amérique du Nord. Et moi, ma conviction, c'est qu'en France, c'est pareil, mais avec un univers de référence différent. C'est-à-dire qu'en France aussi, les entreprises ont toute légitimité à faire des numéros de claquettes si ça leur rapporte des salariés ou des consommateurs, mais il faut faire attention parce que notre univers de référence n'est pas le même. Je pense que la France est plus universaliste, la France est plus laïque, la France est plus égalitariste, la France est plus rétive à la désignation de coupables et à la promotion de cohortes entières de victimes. Ça n'est pas dans notre culture. Ça vient doucement, on le voit dans les sondages où les jeunes sont de plus en plus sensibles à ces causes-là, mais ça n'est pas dans notre culture. Donc je reboucle là-dessus, pardon Séveria, même dans une vision un peu friedmanienne, réductrice, mais qui me semble la seule sérieuse dans cette matière, où on voudrait séduire les salariés et séduire les consommateurs en faisant du woke, je pense qu'en France, on ne peut pas aller aussi loin du point de vue de l'entreprise qu'aux États-Unis, parce que tout simplement, on en perdrait peut-être plus qu'on en gagnerait, et des recrues et des consommateurs. Sophie Menton, je vous vois secouer la tête au propos de Philippe Manière. Secouer dans quel sens? Est-ce qu'il y a un aspect... C'est du gâtisme, ah bon. Sophie, est-ce qu'il y a un aspect délétère en ce qui concerne les entreprises?
Alors, je vais retomber sur le sol, plus précisément, en disant ce que nous vivons dans nos PME. Il y a quelque chose quand même qui est important qu'il faut signaler, parce que d'abord, la woke culture, il y a 65% des Français qui ne savent pas ce que c'est. Donc déjà, il faut oublier, nos PME, nos entreprises sont a priori loin d'être atteintes, mais comme le disait très bien Jean-Marc Sylvestre dans un de ses articles, dans son blog, il faut faire très attention parce que la woke culture, en fait, c'est anti-économique à la base, d'abord. Et donc, ça peut arriver. Ce que je voudrais dire aussi, parce que quand on parle de woke culture, finalement, on parle de discrimination, d'inclusif. Il y a énormément de choses qui se greffent là-dessus. Tout le monde y met ce qu'on veut. Alors, discrimination, motif de discrimination possible dans nos entreprises. L'âge, le handicap, le sexe, l'état de santé, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, la situation de famille, les opinions politiques, les activités syndicales, la religion, l'origine, la nationalité, le patronyme, l'apparence physique, les caractères génétiques, les mœurs et le lieu de résidence. Déjà, si vous voulez, on peut, sur ces thèmes-là, dans l'entreprise, être accusé de discrimination. Ça va dans le sens de la woke culture. Un exemple aussi, elle est assez perfide, cette woke culture. Un exemple, quelque chose que je déteste particulièrement, c'est l'écriture inclusive. Bon, cette écriture inclusive, elle a pénétré peu à peu. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que, pourquoi je déteste l'écriture inclusive? Parce que je croyais être inclus avant. Je croyais que le masculin, le genre, la grammaire m'avaient inclus, moi, en tant que femme. Et tout d'un coup, on me dit, mais non, vous n'étiez pas du tout inclus, le masculin est prédominant et c'est épouvantable. Et il y a un journal que tout le monde connaît ici, qui est Ecoréseau, que j'aime bien, dans lequel nous publions, qui est un bon journal, qui est en écriture inclusive. Et j'ai retrouvé une fois une de mes interviews qui était complètement corrigée, c'est-à-dire que moi-même, on me mettait dans la bouche une écriture inclusive. Donc ce sont pas des détails. Ça veut dire que petit à petit, il y a une espèce de menace qui pèse, pas forcément d'ailleurs le racisme en tant que tel, mais une espèce de menace de discrimination. Et cette peur de la discrimination est quelque chose d'assez inquiétant. Je voudrais donner la parole à Frédéric Lefray. Vous décryptez non seulement les dynamiques de ces mouvements, mais vous tentez d'accompagner les entreprises. Comment une entreprise doit se positionner vis-à-vis de cette nouvelle notion? Comment doit-elle être cohérente? Alors voilà, justement, donc pour les entreprises, nous, on fait des formations auprès des chefs d'entreprise, des collaborateurs, et on fait à leur demande des analyses sur tout cet univers qu'on vient de parler, avec tous les collectifs, les associations, les dénonciations, les invectivations. Et c'est un vrai risque pour l'entreprise, notamment pour la marque employeur et pour la marque produit. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises prennent parfois ça à la légère en disant on va laisser passer. Le problème, c'est que vous avez notamment chez les moins de 35 ans, et d'ailleurs dans 15 jours, on va publier un sondage avec Harris Interactive là-dessus, qui est assez révélateur. Ils sont prêts à faire du boycott, ils sont prêts à dénigrer l'entreprise, même en tant que salarié, pour ce genre de choses. Et en même temps, l'entreprise, elle doit être cohérente parce que d'un côté, elle a aussi des consommateurs qui ont plus de 35 ans. Donc comment je fais pour donner un discours plutôt vers les moins de 35 et comment je fais pour avoir un discours différent, tout dans le même discours auprès des plus. On a la même chose, justement, Philippe Maillard le disait sur les États-Unis, quand vous êtes une entreprise à l'international, si vous dites je vais concéder la woke culture aux États-Unis, en France, on va vous attaquer pour dire mais pourquoi vous ne le faites pas alors que vous l'avez fait pour New York, etc. Et aujourd'hui, il y a une stratégie de tous ces mouvements qu'on a beaucoup décrypté, qu'on analyse chaque jour en faisant de la veille, c'est la stratégie de l'escalier. Donc qu'est-ce que vous faites? On va prendre Domino's Pizza. Donc il y a un agenda caché de la part de l'association qui attaque. Et l'objectif, c'est de vous faire venir au premier étage, mais d'abord, on va vous faire venir à la première marche. Donc Domino's Pizza, ils sont attaqués, boycottés, il faut absolument signer la charte européenne qu'eux-mêmes ont mis en place, la charte européenne contre l'élevage intensif des poulets. Au bout de 4 mois de boycott, d'invectivation, Domino's Pizza fait « ouf, ça y est, c'est bon, on concède, ok, on va signer, c'est génial, fabuleux ». Et là, chez Domino's Pizza, on se dit « ça y est, terminé, je suis tranquille ». Eh ben non. C'est la technique, le lendemain matin. Alors, maintenant que vous avez accepté, maintenant, il va falloir faire que du poulet qui est élevé dans un jardin. Et surtout pas du poulet qui est élevé dans une grande surface, etc. Donc, on voit qu'une fois que vous avez mis le doigt dessus, c'est terminé. Donc, le nouveau métier, entre guillemets, dans l'entreprise, ça va être d'être équilibriste. C'est-à-dire d'avoir le bon dosage entre tout ça. Il ne faut pas surréagir, il
ne faut pas non plus sous-estimer, parce que c'est embêtant. Et on voit le cas d'Évian. Évian, c'est quand même le cas typique. On est au mois de juin, il fait chaud. Ce n'était pas le cas du mois de juillet, mais là, il fait chaud au mois de juin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le community manager d'Évian dit il faut boire 3 litres d'eau. Pensez bien à boire de l'Évian et tout. A priori, vous vous dites pourquoi je serais impacté par l'aquaculture? Parce qu'on boit de l'eau. Patatras, des associations islamiques attaquent en disant on est en plein ramadan, c'est une offense, etc., etc. Community manager dit oh là, d'accord, ok, je m'excuse, excusez-moi, je l'enlève. Et là, patatras. Vous avez un autre pan de la population qui dit mais c'est scandaleux, vous avez cédé aux islamistes, etc. Donc l'entreprise s'est retrouvée entre les deux et l'objectif c'est justement de se préparer, de travailler sur ça, de voir les collectifs avec qui on peut parler, dialoguer et les autres collectifs avec qui on ne peut surtout pas dialoguer parce que c'est un peu des fous furieux. Sophie de Menton, je vous donne la parole dans un instant, mais juste un mot, Michel Vivorca. Quand on vous écoute tous, on a du mal à trouver des aspects positifs, effectivement, à l'arrivée de ce mouvement au sein même des entreprises. Vous, Michel Vivorca, vous travaillez avec une grande entreprise, pour ne pas la nommer L'Oréal. Est-ce qu'il y a... L'Oréal a modifié plusieurs de ses stratégies, notamment en bannissant certains mots, certains termes de ses produits, mais vous nous dites ce n'est pas forcément négatif. Écoutez, si on avait fait une table ronde aujourd'hui sur diversité, inclusion, reconnaissance, ce genre de choses, on aurait eu beaucoup de chefs d'entreprise qui seraient venus dire d'une manière ou d'une autre, oui, ça fait partie de nos valeurs. Nous défendons des valeurs d'équité, des valeurs d'égalité. Nous voulons que l'égalité homme-femme, nous voulons que les handicapés soient mieux traités. Nous n'acceptons pas que les Noirs, si on est aux États-Unis, soient uniquement tout en bas de l'entreprise, etc. Et nous aurions eu un discours très constructif. Et donc je pense, pour le dire autrement, et je vais illustrer ça avec L'Oréal, bien sûr, je pense que ce que nous discutons aujourd'hui, c'est la face sombre d'une évolution générale qui a aussi une phase de lumière. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et donc, oui, il faut jeter le bébé lorsque c'est délirant, mais il ne faut pas jeter l'eau du bain. Donc, un mot maintenant sur L'Oréal. L'Oréal, comme un très grand nombre d'entreprises, est très heureuse d'être bien classée dans les classements internationaux où on mesure justement les progrès en matière d'égalité homme-femme, etc., très heureuse. L'Oréal a une politique très active pour engager non seulement ses propres marques, mais aussi ses fournisseurs et toutes les entreprises avec lesquelles elle est en relation, pour les engager à aller sur ces chemins. Et bien sûr, de temps en temps, il y a des problèmes ou des dérapages. L'affaire du blanchiment que vous avez évoquée en est un, mais je vais raconter un autre exemple qui est plus intéressant et plus parlant peut-être encore. Il y a quelques années, je vais être très bref, mais c'est une affaire intéressante. Il y a quelques années, une influenceuse de L'Oréal prend parti pour des Noirs américains, une affaire qui ressemblait un peu à l'affaire George Floyd. Mais elle le fait de façon excessive. Et L'Oréal dit rupture de contrat. Parce que cette fille y allait très fort. C'était une mannequin transgenre, noire, britannique, je crois, superbe. Et donc elle prend parti et elle se fait virer. L'Oréal dit rupture de contrat. Donc évidemment, elle se répand dans tous les médias. Regardez à quel point il se comporte mal, etc. Quelques années plus tard, arrive l'affaire George Floyd. Et là, L'Oréal, qui a tiré les leçons de cet épisode antérieur, modifie son discours et fait partie de ces entreprises qui, même si on se moquera de son conseil d'administration qui n'est pas du tout très divers à l'époque, mais prend parti pour Black Lives Matter, pour aller très vite. Et à ce moment-là, la même personne, influenceuse, dit « Regardez, il y a quelques années, ils m'ont reproché d'avoir défendu une cause que maintenant, ils viennent s'approprier. » Et donc, ils ont rediscuté ensemble et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et cette influenceuse, jusqu'à un nouvel ordre en tout cas, travaille avec L'Oréal. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'on a affaire à des choses compliquées. Oui, il faut de la bonne communication, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut savoir gérer la crise, il faut savoir, bien sûr, mais n'oublions pas que ce sont c'est si vous voulez, le début d'une époque historique qui va durer des dizaines d'années, dans laquelle ces questions-là seront de plus en plus présentes, de plus en plus agitées, et que si nous n'apprenons pas à les traiter, à les discuter, à
à les débattre et non pas simplement à rejeter d'un seul coup tout, nous aurons des grandes difficultés. Sophie de Menton, vous vouliez réagir et ensuite Philippe Manière. C'est crucial, c'est capital, il faut le rappeler pour l'entreprise, d'appréhender désormais ces mouvements qui sont désormais des mouvements de fond dans la société. Non, je ne pense pas. Je pense que d'abord, il faut distinguer deux choses, et vous avez raison, il y a des groupes comme L'Oréal, comme Evian, qui s'excusent parce qu'on a suggéré de boire de l'eau pendant le ramadan. Je trouve que c'est aussi dramatique de s'excuser, c'est beaucoup plus dramatique de s'excuser que de proposer de boire de l'eau. Donc je pense que d'abord il y a deux mondes, il y a le monde des grandes marques, des grandes entreprises, le monde des entreprises moyennes et des PME, qui heureusement ont gardé un certain bon sens, qui, vous l'avez dit très bien, ont des valeurs, qui ont des valeurs croissantes, qui d'ailleurs ont des valeurs très souvent qui sont en avant dans la société. Et donc moi je suis partisane du ne pas céder. Parce que c'est insinueux. Plus on fait une formation, pardonnez-moi, c'est très utile dans certains cas, mais une formation pour faire attention à ne pas froisser, plus on comptabilise le nombre de femmes qu'il peut y avoir dans un COMEX, plus on rentre dans tout ce type de discrimination, moins on arrive au contraire à faire évoluer la société. Je pense qu'on est à un mouvement qui va dans un sens, que le balancier va retrouver un juste milieu. Je suis moins pessimiste en pensant qu'on en a, j'espère qu'on n'en a pas pour 10 ans, et je pense qu'il ne faut pas céder. C'est un mauvais mouvement de civilisation, même s'il y a eu des progrès. Ne pas céder, ce n'est pas un énorme risque, justement, pour l'entreprise d'être stigmatisée sur les réseaux, on est stigmatisé sans arrêt par les consommateurs, Philippe Manière. Alors, je retiens ce que dit quand même Sophie, je suis en relatif désaccord avec elle, mais je retiens ce qu'elle vient de dire pour finir, c'est-à-dire de toute façon on est stigmatisé. C'est-à-dire que c'est vrai que de toute façon une grande partie de la population qui critique les entreprises sous l'angle du woke les critiquerait sous un autre angle si ce n'était pas sous l'angle du woke. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, on ne va pas devenir les amis du genre humain au seul motif qu'on cède à toutes les injonctions, fussent-elles pour certaines intelligentes, car toutes ne sont pas stupides. Il y a quand même derrière des enjeux, moi me semble-t-il, si ce n'est civilisationnel, pour employer le grand mot, en tout cas culturel, et même de liberté publique et de comportement général qui sont importants. Je prends juste un autre exemple, puisqu'on parle de l'entreprise, je trouve que les exemples, ce n'est pas sans intérêt. J'ai un de mes amis qui bosse dans une grande entreprise du type GAFA. Il n'y a pas longtemps, il était à un séminaire international, quelque part en Europe, et puis il rencontre à l'arrivée, au lieu de séminaire, une de ses collègues qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, puis qui avait une grosse valise parce qu'elle restait plus longtemps. Il y avait quelques marches pour descendre à l'étage d'en dessous où se tenait le séminaire. Il lui propose gentiment de porter sa valise. Elle dit je veux bien parce que c'est lourd. Et puis il discute avec elle en descendant l'escalier, puis il lui repose la valise, et puis il bavarde, et puis il s'en va. Quelques jours après, il est convoqué par son employeur qui dit « On a regardé les caméras de sécurité, on a un problème avec vous. » Il dit « Mais quel problème ?» Eh bien, vous avez fait quelque chose qui est franchement attentatoire à notre vision du monde en termes d'égalité homme-femme. Et il a dû aller, tenez-vous bien, une journée en camp de rééducation. Je schématise évidemment, mais il a été reformé, retrained, c'est la formule, pour ne pas recommencer ce geste profondément attentatoire au credo de la grande entreprise en question. Pardonnez-moi, mais il y a un moment, on ne peut pas vraiment dire que c'est une évolution favorable, parce que c'est de la crétinerie tout ça. Sa collègue était très contente qu'il ait porté la valise, il n'avait aucune intention maligne, tout ça ne signifie absolument rien de sa vision du monde, ni de celle de l'entreprise. Enfin, trouver dans tout ça une signification et un sujet de lutte et de retraining est juste complètement délirant. Donc il faut effectivement savoir poser des limites. Cela dit, là où je suis en petit désaccord avec Sophie, oui, les très grandes entreprises sont bien plus exposées que les petites. Cela dit, l'effet des réseaux, la plasticité et la fluidité de la relation entre les jeunes recrues d'une entreprise et de l'autre font que ça descend très vite dans la taille des entreprises. Et nous, on a dû traiter il n'y a pas longtemps un ou deux dossiers du type harcèlement dans des agences de communication et de publicité qui sont, sauf certaines d'entre elles, plutôt des petites entreprises. Elles avaient été très fortement touchées. Alors encore, il faut faire la part des choses. S'il y avait des choses condamnables, elles étaient condamnables. Je ne suis pas en train de dire que c'était indûment qu'elles avaient été affectées. Mais l'effet comment dire, bulle d'engouement sur les réseaux, critique sévère et risque de fonds de commerce pour ces entreprises étaient réels, alors qu'elles n'étaient honnêtement pas des grandes entreprises. Donc oui, ça descend en taille d'entreprise quand même. Je vous donne la parole dans un instant. Je voulais juste entendre la réaction de Xavier Egors. Quand Philippe Manière nous dit cela va plus loin, cela comporte même un risque
inspirationnel, vous nous dites. Est-ce que pour vous, qui avez justement, avec votre histoire personnelle, après près de 20 ans de collaboration avec un grand journal comme Le Monde, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce mouvement va jusqu'à remettre en cause la liberté d'expression? Est-ce que c'est un risque? Oui, je crois qu'il y a effectivement un risque là-dessus si on se laisse impressionner. Alors il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première chose, c'est que tous les exemples qui ont été donnés montrent que là où le wokisme, dans sa version sombre, gagne du terrain, c'est quand il y a de la lâcheté en face. C'est quand les décideurs, quand les chefs d'entreprise, quand les responsables de rédaction se déballonnent, se sentent obligés de s'excuser et sont obligés de faire marche arrière. C'est en plus très souvent une très mauvaise manière de procéder, comme vous l'avez montré, parce qu'en général, ils se retrouvent pris entre deux feux et ils se retrouvent coincés dans une espèce de polémique à double détente dont ils n'arrivent pas à se sortir. Donc la première chose qu'à mon avis, il faut dire, c'est que face au wokisme, il faut déjà avoir du courage. Que ce qui se passe sur les réseaux, c'est très minoritaire. Donc ça, il faut en avoir conscience et se dire que c'est pas parce qu'on a un petit monde d'activistes que ça doit impacter de façon massive l'organisation sociale, la société, etc. Oui, mais ensuite, il y a un pouvoir de nuisance, pardonnez-moi, qui est réel. Bien sûr. Oui, mais l'image des entreprises. C'est de la guérilla. C'est de la guérilla, c'est exactement la même chose que ce qui se passe, c'est l'arme du faible. Ce sont des gens qui créent des attentats virtuels pour que ça marque les esprits et pour pouvoir imposer leur calendrier et leurs objectifs politiques, idéologiques, etc. Donc je crois que déjà par rapport à ça, il faut être calme et puis être courageux et être stable. Et ensuite, la deuxième chose, je crois que dans ces phénomènes-là aussi, on a une diffraction du réel. C'est-à-dire que l'utilisation du langage, la déformation des mots, la façon de mal nommer les choses permet de donner une représentation de ce qu'est la réalité fausse, fallacieuse, et du coup de pouvoir amener derrière son combat politique. Donc là aussi, il y a deux autres choses par rapport à ça. C'est d'une part, s'il faut en revenir à la raison, et là ça touche le journalisme, ou la sociologie aussi. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux faits, à la réalité des choses, et pas se laisser imposer une vision idéologique des choses. Et la deuxième chose que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est par rapport à la liberté d'expression. La meilleure façon de lutter, et là je vais prêcher pour ma paroisse, la meilleure façon de lutter contre ces phénomènes-là, c'est de continuer à pratiquer l'humour. Parce que c'est l'humour qui permet de combattre les fanatismes, les idéologies et les totalitarismes. Mais est-ce que vous pensez que l'humour est encore... Est-ce que l'humour peut encore être compris justement dans une société du wokisme ou bien où le wokisme deviendrait dominant? Est-ce qu'il a encore sa place? Il a plus que jamais sa place et c'est là où ce qui marche aussi avec l'humour, c'est l'éducation. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre aux gens le second degré, la distance, la vue sur les choses et savoir rire des choses et rire de soi-même. Frédéric Lefray et ensuite Monique Ventosberg. Juste un exemple dans le monde merveilleux du wokisme. Quand pour les entreprises, on analyse les associations, il y a des hasards qui sont assez fabuleux. C'est-à-dire vous faites attaquer par un collectif et le directeur général de cette association a en même temps un cabinet conseil qui peut vous aider à répondre à l'incendie qu'il a lui-même pratiqué. Mais évidemment, c'est un hasard. Et notamment la dernière fois, on travaillait pour un client et qu'est-ce qu'on a? On a une grosse entreprise qui se fait attaquer par une ONG. Nous, on fait notre travail, on analyse, on regarde qui est derrière, on fait le mapping. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'il reçoit du mécénat d'un concurrent. Là aussi, c'est totalement le hasard. C'est manque de peau, ils ont fait un mécénat avec cette ONG et cette ONG attaque le concurrent sur les faiblesses. Donc on voit que sur tous ces phénomènes, et aujourd'hui on a deux tendances qui arrivent. Et donc il faut vous y préparer. Alors vous devez connaître le green trolling. Donc en gros, dès que vous allez dire quelque chose sur le développement durable, on va tout de suite aller regarder dans le millimètre près de détail si ce que vous avez dit, vous l'avez fait. Donc, systématiquement, ça va arriver. Et la deuxième, c'est qu'ils ont trouvé, pour revenir à ce que disait Xavier sur la sémantique, vous allez avoir la sobriété numérique. Donc c'est dans la loi maintenant, donc ça veut dire que leurs idées sont passées dans la loi, et donc systématiquement, notamment si vous êtes dans l'informatique, on va vous attaquer, on va vous dire, alors, en sobriété numérique, donc vous travaillez dans le cloud, qu'est-ce que vous avez fait pour l'environnement pour compenser, etc., etc. Et donc on va vous dire, vos sites internet, qu'est-ce qu'ils font pour compenser? Et voilà, donc systématiquement, on voit ces tendances arriver, et le dernier qui est celui qui rapporte le plus pour les ONG, c'est le label. Labellisez-vous, mais pour se faire labelliser, il faut payer.
Et évidemment, c'est l'association, le cabinet conseil du directeur qui le fait. Et donc, comme ça, la boucle est bouclée. J'ai allumé le feu et en même temps, je l'éteins. Monique Cantos-Perber et ensuite Philippe Magnier. Mais l'humour, en effet, c'est la solution, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend l'humour comme des affirmations littérales. On oblige au littéralisme les humoristes. Alors, c'est même pas l'humour qui est la ressource, c'est la défense de la possibilité même de l'humour et de toutes les formes de distanciation, qu'il s'agisse de l'art, des mises en scène, des parodies, des ironies, etc. C'est cette dimension-là de jeu avec nous-mêmes, de jeu avec le langage, de jeu avec les convictions, qui est plus que jamais menacée par la culture woke, il me semble. Mais alors, vous permettez, pour revenir au sujet... Tout à fait d'accord. Que les entreprises assument une responsabilité sociale dans le monde d'aujourd'hui me paraît une conviction profonde, une évidence, et tout à fait en phase d'ailleurs avec le meilleur contexte économique. Simplement, et d'ailleurs elle devrait en assumer davantage, en particulier en termes d'éducation, puisque c'est quand même la clé de la mobilité sociale, un problème que cette tendance woke tente à faire oublier. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas pour les entreprises d'être attentives au fait qu'il n'y a pas de discrimination dans leur espace, au fait que toute personne est traitée avec le respect qui lui est dû. Ce dont il s'agit, c'est d'un fétichisme du progressiste. C'est d'un soupçon systématique qui cherche en quelque sorte, à obliger la réalité à démontrer sans cesse que le racisme est partout, que la discrimination sexuelle est partout. C'est une approche communautariste. Il ne s'agit même plus de communautarisme, il s'agit d'un rapport au monde où, d'une certaine manière, on est en train de traquer la réalité pour qu'elle démontre sans cesse qu'on n'échappe pas au racisme. Or, le problème de cette attitude, voyez-vous, c'est que ça nous amène dans le plus total arbitraire, puisque, et c'est le deuxième point, là, dans le cas que vous aviez cité, Philippe, au moins la personne a pu se défendre, elle a pu dire... mais je n'avais pas l'intention d'offenser, mais d'ailleurs, ce n'est même pas ce que je pense. Mais dans la plupart des cas, on n'a même pas la voix au chapitre pour s'expliquer, parce que le fait qu'on ne comprenne pas ce qui nous est reproché signifie qu'on n'a vraiment rien compris au problème, et ça ne fait qu'aggraver son cas. Donc, voyez-vous, on est en plein arbitraire, et l'arbitraire terrible que provoque ce qu'on appelle aujourd'hui le cry bully, c'est-à-dire on revendique une souffrance, caractéristique de la stratégie du faible au fort, pour en fait imposer une intimidation, pour imposer une forme de terreur et d'homogénéisme. Donc ce qui me paraît le plus dangereux au fond dans cet espace-là, dans cette question-là, ce n'est pas la disparition de la diversité, c'est même pas l'atténuation de la liberté, c'est le fait qu'en jouant ce jeu-là, auquel il faut absolument résister, les entreprises, d'une certaine manière, vont contribuer à une forme de ségrégation sociale. Parce que les entreprises qui sont le plus en pointe sur ces sujets, ce sont évidemment les GAFA, les entreprises financières, les entreprises de services. Mais déjà, on a vu dans le monde des entreprises, et ça vaut pour les Américains comme pour les Français, des entreprises qui vendent des produits à une clientèle qui, on l'a rappelé, 70% d'entre elles ignorent totalement ce qu'est le woke. Je cite la marque Gillette, par exemple, l'entreprise Gillette, a dû faire machine arrière. Parce que d'une certaine façon, il y a quand même encore une majorité de la population qui n'arrive pas à entrer dans cette manière-là, dans cette manière de penser. Donc il ne faudrait pas non plus que les entreprises, au lieu de pouvoir assurer cet extraordinaire brassage social, qui est le rôle de l'activité économique, contribuent à des fractures sociales. Ce serait tout à fait dramatique. Donc la résistance, bien sûr, par la force des institutions, qu'il s'agisse des universités ou de toutes les autres institutions, par la force de chacun de nous et par toutes les ressources de moquerie bienveillante, de distanciation que nous pouvons apporter dans ce débat qui est aujourd'hui un débat idéologique, mais dont les conséquences seront extrêmement graves si nous cédons à ce qu'on veut nous imposer. Philippe Magnier. Non, Michel Vivoca avait raison d'insister tout à l'heure sur le fait qu'il y a une face lumineuse à tout ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, le fait qu'on essaye de corriger des inégalités et des injustices flagrantes n'est pas contestable, et le fait que l'entreprise, si elle peut y contribuer, soit appelée à le faire, est complètement normal et légitime. Là où il y a une difficulté, c'est qu'on aimerait être dans un dialogue civil, précisément, comme avait suggéré Frédéric. Et c'est pas facile. Pourquoi ? Pour les deux raisons qu'on vient d'évoquer et que je trouve très intéressantes si on les combine. C'est-à-dire que, oui, il y a des tas de gens de bonne foi, des gens bien, qui sacrifient leur vie à une cause à laquelle ils croient profondément, et c'est une noble cause, oui. Mais il y a aussi dans cet univers
des gens qui sont des idéologues forcenés avec qui on ne peut pas parler, et puis vous avez des gens qui en croquent, pardon de le dire. Les influenceurs, pardon, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais du point de vue d'un journaliste d'il y a 20 ou 25 ans, un influenceur, c'est une sorte d'obscénité, c'est une contradiction dans les termes. Voilà quelqu'un qui est payé pour faire une reco. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, la vie est ce qu'elle est, ça existe, c'est dominant, c'est important, prenons ça en compte. Mais vous ne pouvez pas demander à un influenceur d'être indifférent aux revenus qu'il va retirer de son rapport avec la marque. Vous ne pouvez pas lui dire « parlons, sois gentil, écoute franchement, je suis de bonne foi, on va essayer de faire un effort ». Ce n'est pas possible parce que lui, ce qui compte, c'est ce qu'il va dire, c'est ses clics, c'est ses followers et donc le débat est biaisé. Sur l'humour, c'est pareil. Si vous avez affaire à des idéologues, vous allez avoir un petit peu de mal à les faire rigoler. Staline n'était pas réputé pour son sens de l'humour. Donc si vous combinez le sens de l'humour de Staline et la légère irritation de Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs sur le thème « Touche pas au Grisby, salope », vous avez un peu de mal à causer. Vous avez un peu de mal à causer, forcément. Alors, bon, donc la posture de l'entreprise dans cet univers-là, elle n'est pas facile, mais c'est le travail. Un tout petit peu moins caricatural que ce que vous décrivez. Évidemment. Allez, Sophie de Menton, on arrive presque au terme de ce débat. Sophie de Menton et Michel Vivorca. Je suis une combattante de l'entreprise, donc j'approuve évidemment ce que tu dis, mais au-delà de ça, n'oublions pas que nos entreprises sont composées de salariés, c'est-à-dire de tous ces gens dont on parle. Donc nous avons un pouvoir d'influence très important, nous sommes tous les salariés de quelqu'un, c'est de nous dont on parle, l'entreprise n'est que la conjugaison de tout cela. Et je crois qu'il y a quelque chose, je voudrais finir sur une note positive, parce que la confiance, effectivement, des Français envers l'entreprise est croissante, alors qu'elle est décroissante, malheureusement, envers les médias, le monde politique, etc. Et je crois qu'il y a un devoir de résistance par rapport à ces mouvements, il y a un devoir d'aller plus en avant sur nos valeurs, un devoir de parler avec nos salariés, parce qu'ils sont pleins de bon sens, ils comprennent les choses, et ces mêmes salariés, c'est ceux qui vont consommer, acheter Gillette ou autre chose. Et un dernier mot, quand même, une page de publicité. J'aime ma boîte, c'est le jeudi 21 octobre, et je pense que c'est quelque chose de très fédérateur, c'est la 19e année cette année, et c'est le moment où tous les salariés de l'entreprise prennent conscience qu'ils ont un rôle et un poids. Pardonnez la plage de publicité. Je vous en prie, Sophie. Michel Vivorca, peut-être une note positive sur cette infiltration de la culture woke dans l'entreprise. Moi qui suis assez loin de Philippe Manière en général, là, je crois qu'on a un terrain tout à fait d'accord. Nous manquons de débat, nous manquons d'humour, nous manquons de réflexivité. Nous sommes dans l'extrémisation des discours de tous les côtés. Et donc je pense que si une rencontre comme celle-ci est utile, c'est en disant, oui, bien sûr, le woke, c'est détestable dans ce que ça a de plus caricatural, mais essayons le plus possible de retrouver le sens de l'échange, du débat, de la discussion, y compris conflictuelle, y compris dans le désaccord, mais en échangeant. Voilà. Et là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Et c'est une belle conclusion, retrouver le sens de l'échange, du dialogue. Merci à tous, merci pour ce débat riche, passionnant.